Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Les produits contaminés par la listeria ont été tous retirés des rayons alors que la société en cause aurait déjà été à l'origine en 92 d'une épidémie provoquant la mort d'une soixantaine de personnes. Espoir de libération pour l'otage français détenu depuis 3 mois en Tchétchénie. Brice Flotio serait libre et en bonne santé. Lionel Jospin, pour l'instant, n'est pas en mesure de le confirmer. Avant le naufrage de l'Erika et tout de suite après le message de détresse, les conversations enregistrées entre le capitaine du pétrolier et un navire britannique au large démontrent que les autorités ont tardé à réagir. Sur le front de la tempête, la détresse et la peur des sinistrés, une peur qui ressurgit maintenant, nécessitant un soutien psychologique. L'enquête sanitaire concernant les produits suspects d'être à l'origine de plusieurs cas de listériose semble s'orienter vers l'hypothèse d'une contamination marginale, ne mettant pas en cause directement la chaîne de production de ces produits rillettes et langotines de la marque Coudray. Je vous le rappelle, l'épidémie de listériose a entraîné pour l'instant la mort d'un nouveau-né et d'une personne âgée, une autre est dans le coma. Une affaire qui a un retentissement particulier si l'on sait que le groupe industriel Paul Prédo avait déjà été à l'origine, il y a 8 ans, d'une contamination qui aurait provoqué la mort d'une soixantaine de personnes. Le point de la situation, Diego Garcia, Pierre Moscovici. 2 morts ces dernières semaines, 66 morts en 93. Les consommateurs ne parviennent pas à comprendre pourquoi la listeria tue encore de nos jours. Pourquoi certains de nos aliments peuvent se transformer en poison mortel. Je comprends pas, le comité d'hygiène, je sais pas comment il fait. Ils passent pas, donc? Ils sont pas surveillés? Ils disent que oui. Mais ils doivent passer des choses sous silence, là. L'entreprise incriminée, elle, la société Coudray, disait encore ce matin ne rien avoir à cacher. Rillettes, langue de porc, ces produits sont infectés par les germes de la listeria. Pour le directeur, un cauchemar. En guise d'explication, un simple communiqué et surtout pas de questions. L'entreprise a été auditée ce mercredi 5 janvier 2000 par des experts diligentés par l'administration. La conclusion de ce rapport atteste du respect des procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire dans l'usine. Pour l'heure, 6 cas de listériose ont été signalés en France. Une personne dans le coma, 2 morts, dont un bébé de 20 jours. Pourtant, en 92 déjà, la société était montrée du doigt, responsable d'une épidémie ayant tué 66 personnes. À l'époque, les services vétérinaires s'étaient montrés très discrets. 7 ans après, l'époux d'une victime s'interroge encore sur le manque d'ardeur des enquêteurs. Je me demande comment on peut dire que l'on a interrogé les gens, qu'on a fait des enquêtes, alors que moi, dans mon cas, je n'ai absolument eu aucun contact. Les lots contaminés cette fois-ci ont été vendus dans des grandes surfaces sous les marques U, Carrefour, Cora ou Paul Prédo, parfois même sans marque. Tous les produits sont identifiables par leur numéro d'agrément, 72 090 04. Aujourd'hui, l'entreprise Coudray est fermée sur ordre de la préfecture jusqu'à la semaine prochaine. Le temps de comprendre peut-être pourquoi la listeria a tué une nouvelle fois. L'alerte à la listériose, a-t-on appris en fin d'après-midi, concerne l'Union européenne et la Suisse, car la société incriminée commercialise ses produits. En France, on vous l'a dit, la totalité des aliments suspects a été retirée des étalages. Reste que la contamination par la listeria, cette bactérie à l'origine de l'épidémie, peut se déclarer pendant les 8 semaines qui suivent. Les explications nécessaires de Benoît Thévenet. C'est dans ce laboratoire de l'Institut Pasteur que l'on traque la listeria, une bactérie présente partout autour de nous, notamment dans l'eau et la terre. Et il faut une vigilance de tous les instants si on ne veut pas la retrouver dans les chaînes de fabrication de la charcuterie ou du fromage, par exemple. En cas de contamination répétée, le Centre national de référence doit définir s'il s'agit d'une seule et même souche. Dans ce cas, on peut alors parler d'épidémie. La listériose est une maladie à déclaration obligatoire, donc les médecins doivent rapporter ces cas à un système de surveillance. Nous avons environ 1 cas par jour qui est rapporté au niveau du pays, un peu moins. Et à chaque fois, ils font l'occasion d'une enquête spécifique sur les patients. On interviewe les patients ou leurs familles. Et en même temps, on essaye de reconnaître la bactérie. Depuis hier soir, tous les produits incriminés ont été retirés des rayons. Pour ceux qui craignent d'en avoir consommé, il faut surveiller l'apparition éventuelle de fièvre, maux de tête ou gastro-entérite. Des symptômes qui peuvent survenir jusqu'à 8 semaines après l'ingestion de nourriture contaminée par la listeria. Les personnes âgées ou immunodéprimées et surtout les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives.
Bien évidemment, si les consommateurs doivent s'assurer qu'ils ne possèdent aucun des produits incriminés, pour autant, seules les rillettes et langottines du groupe Paul Prédo sont en cause. Attention donc à ne pas faire d'amalgame ou à sombrer dans la psychose. Si vous avez besoin d'informations, un numéro vert est à votre disposition au 0800 16 33 35, 0800 16 33 35. Sur le front de la marée noire, c'est le principe de précaution qui prédomine et dès hier, dans la Loire-Atlantique, le ramassage et la commercialisation de coquillages dans les secteurs de Moutier-en-Ray et de la Bernerie-en-Ray ont été interdits. La pollution par minuscules taches de fioul commence à envahir les parcs à huîtres de ces deux communes, suscitant l'extrême inquiétude des producteurs. Sébastien Leguet, Louis Carzou, Pierre Moscovici. Au nord de la baie de Bourgneuf, le mazout flotte à présent au cœur des parcs à huîtres. Après décision du préfet, ces coquillages ne pourront être ramassés et commercialisés. Les ostréiculteurs ne dominent plus leur colère. Le temps qu'on reparte, qu'on se remette à zéro, le temps que le littoral soit nettoyé, les plages soient nettoyées, là on en a pour 6 ans avant de revendre une huître. 6 ans. Dans ces bassins, cet ostréiculteur a rassemblé les huîtres prêtes à vendre et les autres rapatriées du large où les nappes menaçaient. Mais il doit attendre les analyses pour savoir quand ces jeunes huîtres pourront retrouver leur milieu naturel. On attend, on se croise les... On a les mains dans les poches, c'est déjà pas mal. Oui, bien. Notre travail, c'est les mains dans les poches maintenant. C'est vrai que c'est pas plus fatigant que ça, ouais. Dans la baie de Bourgneuf, seuls 2 secteurs ont été déclarés contaminés. Au large de la Bernerie-en-Ray et des Moutiers, les parcs frappés d'interdiction de ramassage représentent moins d'1 dixième de la production de la baie. Mais ici, tous les ostréiculteurs craignent de pâtir du scepticisme des consommateurs. À la salle polyvalente des Moutiers, cet après-midi, ils ont ouvert devant le préfet leur cahier de doléances. Les premiers dossiers d'indemnisation seront remplis lundi, dans un climat de pessimisme. Je vais vivre un peu avec ce que j'ai gagné à Noël, parce que le premier de l'an a été vraiment périssable. Les gens n'ont pas trop acheté d'huîtres avec ce qu'ils entendaient un peu partout. Donc je vais pouvoir vivre combien de temps? 1 mois? 2 mois? Et encore? Je sais pas. Les 20 petites entreprises aujourd'hui paralysées sont pour la plupart familiales. Beaucoup de jeunes, installés depuis peu, risquent de perdre cette année 1/3 de leur chiffre d'affaires. 3 semaines après le naufrage du pétrolier battant pavillon maltais, une équipe de France 2 a pu se procurer les conversations enregistrées entre le capitaine de l'Erika et un navire britannique croisant au large, tout juste après le premier message de détresse envoyé par le tanker. Ce décryptage démontre l'état d'esprit de celui qui avait en charge l'acheminement de 30 000 tonnes de fioul et révèle que les autorités ont tardé à réagir. Patrick Fandiou. Des creux de 8 à 10 mètres dans une mer démontée. Il est 14h48 ce samedi 11 décembre. L'Erika se trouve à mi-chemin entre Ouessant et le Cap Finistère espagnol. 40 minutes plus tôt, le pétrolier a lancé son premier message de détresse. À quelques milles de là, le Fort George, ravitailleur de la marine anglaise, vient aux nouvelles. Le capitaine de l'Erika va lui répondre. Quelques minutes plus tard, dans la salle radio du Fort George, une voix dont on n'est pas sûr qu'elle soit celle du capitaine se fait entendre. Dès cet instant et toute l'après-midi, les messages en provenance de l'Erika seront plutôt rassurants, sans intriguer les autorités maritimes. Le Cross-Etel a pourtant enregistré ces échanges radio, mais personne n'alerte la préfecture maritime sur l'étrange manège à bord de l'Erika. D'après nos informations, le préfet a demandé des explications à ses services, car, selon un document du ministère de la Défense, ce n'est qu'à 21h15 que la préfecture entend parler pour la première fois des fuites. Dans la chaîne de l'information, les autorités ont perdu 7 heures. 7 heures pendant lesquelles l'Erika continue à faire route vers les côtes françaises avec sa cargaison. 7 heures pendant lesquelles les opérations de remorquage auraient peut-être pu le stopper. Le tanker parcourt encore 300 km avant de sombrer. Il est désormais trop tard pour faire quoi que ce soit. Et officiellement, le ministère de la Défense n'a pas connaissance de ce document.
On en sait bien davantage aussi sur l'état de ce pétrolier qui a changé de nombreuses fois de propriétaire et de pavillon. Une enquête technique et administrative devrait rendre publique d'ici quelques jours ses premières conclusions. Pendant ce temps, les communes victimes de la marée noire, bien décidées à se battre jusqu'au bout, ont obtenu par voie de justice l'ensemble des documents concernant les RICA entre 93 et 98, où il est démontré clairement que l'on a préféré changer de pays pour solliciter un organisme de contrôle plus complaisant. Éric Lemasson. Sur cette table figurent 5 années de l'histoire maritime du pétrolier Erika, autant dire une mine de renseignements pour les avocats des collectivités locales. Ces 1723 pages d'archives forment le pédigré intégral du navire, document obtenu hier par huissier dans ses bureaux de la Défense, à la division marine du bureau Veritas, l'organisme qui a assuré le contrôle technique du pétrolier de 1993 à 1998. Leur première découverte les laisse perplexes. L'Erika devait subir une grande visite des 5 ans, sorte de contrôle approfondi de sa coque et de ses structures, au plus tard avant le 23 juin 1998. Le 8 juin 1998, le bureau Veritas de Naples n'autorise donc le capitaine qu'à un simple voyage sous ballast, c'est-à-dire à vide, car il se doit d'effectuer ce contrôle. Plutôt que de se plier à ses recommandations, l'armateur décide brusquement de changer d'organisme de contrôle. La preuve, ce fax, reçu dès le jour même par Veritas en provenance de son homologue italien, le RINA, lui indiquant que désormais il s'occuperait de l'Erika. Au jour où l'on a dit à l'armateur « vous ne naviguerez plus sans avoir fait un certain nombre de travaux », ce jour-là, l'armateur a changé de bureau de vérification, a quitté Veritas qui exigeait un certain nombre de choses et s'est tourné vers le RINA. Alors on ne peut pas encore en tirer toutes les conséquences parce que nous ne savons pas encore exactement ce qui s'est passé au RINA, mais il y a au moins une interrogation. Interrogation renforcée par ce mot « yes » à la rubrique « changement de propriétaire », ce qui permettait de justifier la manœuvre. En vérité, l'Erika n'avait pas changé de main depuis 1994, voilà qui permettait sans doute de multiplier les escales dans tous les ports du globe et à moindre frais, jusqu'à ce 12 décembre dernier, au large de l'île Dieu. Concernant maintenant la tempête et ses dégâts, ce sont toujours quelques 150 000 foyers qui sont privés d'électricité. Parmi les 17 départements encore concernés, les plus sinistrés sont la Charente-Maritime, la Dordogne, la Haute-Vienne et la Marne, où le président d'EDF s'est rendu aujourd'hui. Yann Fronty, Dominique Bonnet. Des pylônes haute tension comme celui-ci, il y en a ici 80 au sol, brisés par la tempête. Sur ce chantier, agents EDF et entreprises privées s'activent pour rétablir un réseau endommagé sur plus de 40 km. Ces hommes en bleu se sont portés volontaires. Ils ont écourté leur congé et viennent tout spécialement du nord de la France, en renfort. Nous, on passe les câblettes, des câblettes provisoires et ensuite on tire les câbles de 800 mm. Donc là, on fait les options avec les Hollandais. Les Hollandais sont juste là et nous, on part côté EDF. Ces Hollandais sont arrivés dimanche dernier. Pour eux, pas question de concurrence ni de compétition entre groupes pourtant rivaux. Ici, c'est la solidarité qui prime. Quand vous entendez à la télévision qu'il n'y a pas de courant dans les maisons, c'est presque un devoir de venir aider. La solidarité, une notion martelée tout au long de la journée. Oubliez pour EDF le coût total des dégâts évalué à plusieurs milliards. Oubliez aussi la fin du monopole imposé par Bruxelles. Seul semble compter le travail accompli. L'Europe, ce n'est pas simplement celle de la dérégulation ou celle de la concurrence, c'est celle aussi de la solidarité et celle de la solidarité de tous les électriciens. Demain, des turbines devraient arriver d'Écosse pour permettre d'alimenter des entreprises toujours privées d'électricité dans le département. Aujourd'hui, des groupes électrogènes ont été installés, du provisoire qui permet à EDF d'annoncer ce soir que toutes les communes de France, mais pas toutes les habitations, seront au moins reliées à un point d'alimentation électrique. Depuis le début de ces tornades, on a beaucoup évoqué les dégâts matériels provoqués par ces vents soufflant jusqu'à 170 km/h. Mais les cicatrices laissées dans le cœur et l'esprit de ces gens qui ont tout perdu seront bien plus longues à se refermer. Tenter de survivre dans le froid et dans le noir, autant d'épreuves qui nécessitent désormais un soutien psychologique avec cette peur qu'il faut à tout prix dépasser. En Haute-Vienne, dans une zone rurale, Agnès Gardet, Patrick Goy. Le ciel était tout rouge d'un seul coup, il y avait des éclairs partout. J'ai dit mais c'est la fin du monde qui est arrivée, moi vraiment j'ai eu peur. Et après, ça s'est assombri d'un seul coup, on n'a plus rien vu. Les lampadaires ont été éteints et qu'est-ce qu'on avait un vent qui soufflait énormément. Je vivrai toujours ça, hein.
je me demande si ça va se passer, parce que là, je sais pas. Vous avez du mal à en parler? Ouais. Parler pour que cette nuit de cauchemar devienne un lointain souvenir, pour que l'angoisse vécue à ce moment-là ne ressurgisse pas. C'est le travail de Pierrette Vincent, infirmière psychiatrique. Depuis 2 jours, la tâche s'est amplifiée car les maires de communes sinistrées la sollicitent, eux-mêmes dépassés par cette détresse qu'ils n'ont pas vu arriver. Avec des familles qui, disons, après avoir reçu et eu l'électricité, commencent à décompresser. Je dirais même un petit peu disjoncter. Est-ce qu'il est possible que vous nous dressiez une liste il est possible des gens bien concernés? Bien sûr, oui. Bien sûr. Désormais, le maire pourra compter sur la présence de l'infirmière. Au gré de leur visite, ils vont tenter de rétablir les liens et rompre certaines solitudes. Faire là toute seule. Hein, du Simon? Oui, peut-être quand j'aurai la trappe. Venez vous chauffer un petit peu. Hein? Essayez de discuter parce que c'est tout dedans là. Ça m'a perturbé. Le premier geste, il est tout bête, c'est les écouter. Les toucher, j'essaie de les toucher le plus possible. C'est leur prendre la main, c'est leur réchauffer la main, c'est faire une caresse sur la joue. C'est, je sais pas, enfin bon, moi c'est des petites choses comme ça qui leur réchauffent le cœur. Ça marche? Oui. Depuis quand vous n'avez pas eu de soins, ces jambes? Ça fait 3 jours que vous n'allez pas tout faire. Il faut pas rester comme ça. Du courant et un peu de réconfort. Avec le téléphone rétabli aujourd'hui, Lucienne devrait pouvoir appeler enfin son médecin. Le projet de réforme de la justice continue de susciter de nombreuses réactions d'hostilité. La rébellion des juges qui ont décidé de boycotter l'audience solennelle du début d'année dans de nombreuses juridictions. Dominique Verdeillan. Au palais de justice de Paris, on ne parle pas trop de choses qui fâchent. De la part des magistrats de la cour d'appel, aucun signe extérieur de révolte, pas d'absence remarquée, pas de boycott. Juges, avocats, politiques ont répondu à l'invitation. Ainsi, le maire de Paris est assis à quelques chaises de Laurent Davenas, le procureur d'Évry, qui, il y a peu, poursuivait devant les tribunaux Xavier Tibéri. En revanche, devant le tribunal de grande instance de Paris, ce sont les juges d'instruction qui brillent par leur absence. A décidé de s'appliquer. C'est la seule possibilité qui nous est offerte, c'est interpeller, je dirais, publiquement les pouvoirs publics et les Français en leur disant « Demain, vous aurez peut-être des raisons de crier contre la justice, mais en tout cas, ça ne sera pas imputable aux magistrats. » À Saint-Brieuc, Mende, Strasbourg, Lyon, Nîmes, les magistrats n'ont pas caché leur grogne. Sujet de mécontentement, le projet de réforme sur la responsabilité des juges. À Caen, le premier président et le procureur général se sont retrouvés seuls face aux autorités civiles. Les autres magistrats étaient restés dans la salle des pas perdus. Même chaise vide à Bastia, où le président du tribunal de grande instance ne cache pas ses inquiétudes. On le voit même chronologiquement, de plus en plus il y a des enchères qui sont menées pour casser un peu la place que la justice a commencé à prendre. Même grogne, même mécontentement à Nîmes. Dans la salle d'audience, une absence remarquée, celle d'Elisabeth Guigou qui au dernier moment a renoncé à assister à cette cérémonie. Calendrier trop chargé, dit-on à la chancellerie. Pour nous, syndicat de la magistrature, il s'agit de manière effective d'un refus de débat de la part de la ministre de la Justice. Début d'année difficile pour le garde des Sceaux. À 17 jours du vote du Congrès, la colère des magistrats s'ajoute à l'opposition ou au scepticisme grandissant de la classe politique. L'enquête menée par la police des polices sur l'altercation entre Jamel Debbouze et des policiers conclut à la non-responsabilité des policiers, et ce après l'audition d'un témoin qui aurait assisté à la scène. J'en viens maintenant à cette affaire révélée aujourd'hui par nos confrères du Monde qui fait état d'un financement occulte et d'irrégularités dans la gestion d'une caisse de retraite complémentaire. Une enquête judiciaire est en cours. Les 5 syndicats auraient fait bénéficier de sommes détournées au profit de leurs cadres. C'est à l'initiative de Martine Aubry que l'inspection générale des affaires sociales a mené cette enquête. Marie-Pierre Samutier, Luc Bazizin. Cet après-midi, au siège de la CRI, la caisse de retraite interentreprise. Les journalistes ne sont pas les bienvenus. Bonsoir. Oui, s'il vous plaît. Et pourtant, cette association qui gère des retraites complémentaires a bien des choses à se reprocher. Les inspecteurs de l'IGAS relèvent tout un système de financement occulte entre la caisse de retraite et les 5 grands syndicats. Un système négocié en secret par le directeur de la CRI au plus haut niveau, syndicat par syndicat. Au total, les syndicats se seraient ainsi partagés plus de 34 millions de francs.
En cause, des notes de frais astronomiques et surtout des emplois fictifs. 25 syndicalistes qui n'avaient ni bureau ni téléphone et qui n'étaient joignables qu'à leur domicile. Selon le journal Le Monde, les responsables syndicaux étaient au courant. De même que le patronat. Oh, je crois que c'était une règle du jeu entre acteurs et partenaires sociaux, entre l'État, les syndicats et le patronat. C'était une sorte de gentillesse qu'ils se faisaient les uns aux autres. Et c'était au fond une pratique, je crois, assez courante depuis bon nombre d'années. J'ai dit un demi-siècle tout à l'heure, depuis bon nombre d'années. Dans ce système, on trouve même une filiale de la caisse de retraite qui a acheté 2 chevaux pour plus de 600 000 francs. Les inspecteurs de l'IGAS ont noté que le directeur général de la CRI est justement un passionné de sports équestres. En Tchétchénie, la libération probable, mais pas encore confirmée, du photographe français Brice Flotio, enlevé il y a un peu plus de 3 mois. L'otage français en compagnie de 2 Polonais serait libre et serait en bonne santé, selon le vice-président du Parlement tchétchène, Anne Ponsiné. J'ai été enlevé dans ce pays. C'était en octobre dernier. Sur cet enregistrement de mauvaise qualité, Brice Flotio, face caméra, explique qu'il est retenu en otage. Et depuis lors, depuis 3 mois, plus de nouvelles. Jusqu'à cette déclaration aujourd'hui à Varsovie du vice-président du Parlement tchétchène. Il annonce que Brice Flotio a quitté l'endroit où il était détenu. Avec lui, 2 scientifiques polonaises auraient également été libérées. Seulement rien n'est confirmé. Alors Dana Flotio, la femme du jeune photographe, n'ose pas encore y croire. Elle a créé à Toulouse un comité de soutien dans une cave, par référence aux conditions de détention de son mari. Toute la famille attend désormais confirmation de sa libération, mais cet après-midi, Lionel Jospin, en visite en Haute-Garonne, n'était pas en mesure de les rassurer. Actuellement, cette nouvelle prêtée à une source tchétchène n'est pas pour nous une garantie suffisante. Donc nous continuons à suivre cette question, mais nous exprimons avec beaucoup de prudence sur ces problèmes. Ce matin déjà, Jacques Chirac restait prudent, affirmant que les fréquentes interventions en faveur de la libération de Brice Flotio n'avaient pas encore réussi. Selon la source tchétchène, Brice Flotio et les 2 otages polonaises seraient actuellement dans une famille tchétchène en sécurité, mais seraient bloqués dans la République en guerre. À Grosnews, selon des informations émanant de généraux russes, des combats seraient suspendus pour protéger les civils dans certains quartiers de la capitale et éviter une catastrophe écologique en raison des dangers que pourraient occasionner des produits chimiques toxiques. Boris Yeltsin, décidément plutôt en forme depuis sa démission, a assisté ce matin à Bethléem à une grand-messe célébrant le Noël orthodoxe aux côtés de Yasser Arafat. L'ex-président russe, accompagné de son épouse, a assisté à l'office en compagnie de nombreux patriarches dans cette basilique bâtie au-dessus de la grotte où le Christ serait né il y a 2000 ans. Différents chefs d'État orthodoxes étaient invités pour l'occasion. À Belgrade, maintenant, dans le dénuement, la célébration de ce Noël orthodoxe, les difficultés de la vie au quotidien pour les Serbes depuis la fin du conflit au Kosovo. Gérard Grisbeck, Emmanuel Beck. Le symbole de l'Amérique. Il a été saccagé lors des premiers bombardements de l'OTAN. 6 mois après, tout est rentré dans l'ordre, mieux. D'autres McDo ont ouvert leurs portes car les affaires marchent bien, y compris le jour de Noël, où pourtant la plupart des Belgradois déjeunent chez eux, en famille. McDo n'est pas responsable de tout ce qui nous est arrivé. McDo, ce n'est pas Clinton. Ma jeunesse a commencé avec le régime communiste. Le siècle se termine, j'ai 69 ans et les communistes sont toujours là. C'est horrible. Ce n'est pas le McDo qui est responsable de ce qui nous arrive, c'est Milosevic. Peu de Belgradois ont bravé le froid en ce jour férié. Les stigmates de la guerre sont partout présents, masqués la nuit par les illuminations. Des milliers de gens se pressaient hier au soir pour la messe de minuit. Beaucoup de jeunes, déboussolés par 10 ans de guerre perdue, puis les bombardements de l'OTAN, et finalement leur pays mis au banc des nations. L'Église a bien compris qu'elle pouvait répondre à l'attente de toute une génération qui ne croit plus en la politique. D'où le message du Pope contre les discours idéologiques. En ce jour de Noël, l'Église orthodoxe montre qu'elle est incontournable pour l'avenir de la Serbie. Tour à tour favorable, puis hostile au régime du président Milosevic, elle a maintenant nuancé sa position et cherche surtout à rassembler ses fidèles. Et ce, au moment même où l'opposition politique est en plein désarroi.
La fin du Ramadan avec à la Mecque des millions de musulmans venus du monde entier et qui ont marqué ces dernières célébrations par des prières à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, la famille royale saoudienne entourée des pèlerins. Sport avec le Paris-Dakar. L'étape de ce vendredi se situait au Mali. Le Français, déjà 6 fois vainqueur du rallye en moto, Stéphane Peter Hansel, s'est brillamment reconverti dans la catégorie auto, remportant cette deuxième étape. Florent Gautreau, Christophe Vignal. À Tambacounda, ce matin, la poussière s'est levée bien avant le soleil. Mais il en faut plus pour entamer la motivation de Didier Fontagneux et Dominique Robin. Ces deux motards amateurs, qui disputent leur premier Dakar, se sont battus pendant 1 an pour boucler leur budget. On a créé une association et on a organisé une tombola avec un repas où on a réuni 250 amis, on peut le dire. Et déjà, ça nous a permis de payer une bonne partie. 200 000 francs, voilà le budget minimum pour s'offrir l'aventure africaine. Alors pas question d'abandonner dès le départ, l'important c'est de durer pour maintenir l'espoir de voir le Caire et ses pyramides. Voir ou ne pas voir, telle était la question aujourd'hui entre Tambacounda et Caille. Et quand la poussière se dissipait, d'autres obstacles venaient perturber les motards. Le Français Richard Saint, traqué par les KTM, a terminé 3e de la spéciale. Je dirais une étape relativement dangereuse, je dirais, parce que les pistes sont très abîmées par les dernières pluies. Ça fait beaucoup de saignées, beaucoup de trous. Cinq a perdu sa première place au classement général pour quelques secondes au profit de l'Espagnol Roma. Et c'est un autre Espagnol, Arcarons, qui a remporté l'étape. L'arrivée au Mali a coïncidé avec les premières difficultés pour les voitures aussi. Luc Alphand a perdu beaucoup de temps et c'est finalement un ancien motard qui a réussi la performance du jour. Stéphane Peter Hansel a remporté l'étape alors que Shinozuka est le nouveau leader. Tout le monde attaque, mais personne ne se détache. Les 9 premiers se tiennent en moins de 6 minutes. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. Les produits contaminés par la listeria ont été tous retirés des rayons alors que la société en cause aurait déjà été à l'origine en 92 d'une épidémie provoquant la mort de 66 personnes. Tout de suite, le point route, Valérie Maurice, et puis une soirée football sur notre chaîne avec les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Une rencontre attendue entre Auxerre et Monaco. 0h15, le dernier journal, Florence Duprat. Demain à 7h dans les 4 vérités, Catherine Sellac reçoit Jean-Louis Servan-Schreiber. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.